Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. Avec au sommaire ce soir la guerre en Ukraine, bien sûr, toujours avec des batailles très dures dans le Donbass, notamment à Severodonetsk. Et l'impact de ce conflit sur les exportations de blé ukrainien qui font craindre une crise alimentaire, notamment dans les pays d'Afrique. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est allé en Turquie rencontrer son homologue pour discuter de la mise en place de corridors sécurisés. La Russie exerce un blocus, vous le savez, autour des ports ukrainiens de la mer Noire. Le roi des Belges qui a exprimé ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à la RDC pendant la période coloniale. Un discours marquant alors que le roi Philippe est en visite en RDC pendant 6 jours. Peut-être un nouveau départ dans les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. On va évoquer également cette enquête parlementaire qui place Donald Trump au centre d'une tentative de coup d'État dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Les premières auditions sont accablantes pour l'ancien président américain. L'audition est retransmise d'ailleurs en direct sur de nombreuses chaînes d'information en continu, mais boudée par Fox News. Enfin, Boris Johnson qui reste à son poste, mais il a connu, vous le savez, une fronde au sein de son propre parti. Le Premier ministre britannique a survécu au vote de défiance, mais il en sort affaibli. Une fausse victoire, titre le quotidien conservateur Le Télégraphe. Alors pour le Premier ministre britannique, est-ce le début de la fin? On posera bien sûr la question aux éditorialistes qui m'accompagnent ce soir. Alexandra Schwarzbrod, bonsoir, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Bienvenue dans la semaine dans le monde. CAC est avec nous, président de Cartooning for Peace. Bonsoir CAC. Richard Verly, éditorialiste France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Bienvenue également à vous Richard. Patricia Lémonière, grand reporter. Merci d'être avec nous ce soir. Vous pouvez tous participer à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux. #débat F24. On va démarrer avec la guerre en Ukraine. Alexandra Schwarzbrod, 200 soldats ukrainiens sont tués chaque jour. C'est en tout cas ce que dit maintenant Zelensky. Ces combats font toujours rage à Severodonetsk et Kiev cible maintenant des positions à Kherson. Kherson, donc, qui est une région quasiment totalement sous contrôle russe. On peut dire que la guerre fait rage. C'est toujours effectivement l'Est de l'Ukraine et le Sud qui sont ciblés par les Russes. Oui, c'est là-dessus que les Russes se sont repliés depuis qu'ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas prendre Kiev et le reste de l'Ukraine. Donc ils se sont repliés sur ces régions qu'ils sont en train de pilonner, mais vraiment de façon massive, en détruisant tout ce qui peut être détruit. Et c'est vrai qu'on voit bien que les Ukrainiens commencent à tirer la langue. Les Ukrainiens qui ont commencé, comme on le voit depuis le 24 février, qui se battent avec une énergie et une foi en leur capacité à bouter les Russes hors d'Ukraine incroyable. Et là, on voit qu'ils commencent à tirer la langue, ils commencent à être à court d'armes, de munitions, d'où les appels à l'aide de Volodymyr Zelensky à l'adresse des pays occidentaux. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les pays occidentaux sont beaucoup moins allants qu'ils ne l'étaient au tout début de la guerre, quand ils livraient des armes de façon massive, quand ils assuraient les Ukrainiens de leur soutien total. Là, on sent presque une habitude, une sorte de fatigue, une espèce de fatigue, l'impression que ça va être une guerre d'usure et donc il faut y aller mollo. Toujours l'impression que ce n'est pas leur guerre, c'est-à-dire qu'on sent bien que les Occidentaux ne veulent pas mettre le petit doigt dans cette guerre. Ils ne veulent pas être des belligérants. Non, surtout pas. Des co-belligérants. Surtout pas. Patricia. Oui, c'est surtout la France, l'Allemagne et l'Italie, un peu moins, qui veulent pas, qui ont cette prudence, en tout cas, à ne pas vouloir être belligérants. Je crois que quand on se déplace dans la partie est de l'Europe, on est beaucoup plus allant. Et quand on est en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, on est aussi beaucoup plus allant. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'armes qui sont livrées par ces pays. Il faut savoir que le seul pays qui livre vraiment des armes, massivement, c'est les États-Unis. Et justement, les Ukrainiens ont un besoin désespéré de ces fameux lance-roquettes qui tirent à plus de 80 km et qui posent problème parce qu'elles pourraient tirer avec d'autres missiles à 300 et là, ça pourrait effectivement tomber sur le territoire russe. Donc c'est un peu la ligne rouge. C'est un peu la ligne rouge, effectivement. Est-ce que, Richard, Severodonetsk, est-ce que c'est un peu le nouveau Mariupol? En tout cas, c'est l'une des batailles les plus difficiles, c'est ce qu'a dit Zelensky. Ce qui est certain, c'est que les Ukrainiens vont avoir besoin d'une victoire. Ils vont avoir besoin d'une victoire d'abord
pour la population ukrainienne, pour convaincre que cette résistance, cette contre-offensive contre l'armée russe, elle peut marcher. Parce que là, il y a une question de morale. Quand on parle de guerre d'usure, c'est le moral de la population qui est en jeu. Et quand on voit la manière dont Vladimir Poutine fait combattre ses troupes, c'est clairement pour casser le moral de la population ukrainienne en aplatissant des villes entières. Donc ils vont avoir besoin d'un succès militaire qui ne peut évidemment être obtenu qu'avec le genre d'armement dont Patricia parlait. Et puis, il faut aussi une victoire pour convaincre les Occidentaux, et notamment les Européens, que ça vaut le coup de les aider. Donc là, il y a une phase cruciale. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'été qui va venir. Parce que quand l'été va venir, naturellement, on sait que dans les pays d'Europe occidentale, la tension va se relâcher. Et ça peut être le moment où Vladimir Poutine va repartir encore plus pour une troisième vague d'assaut pour profiter de cette période estivale. Là, il y a un grand danger. D'où l'urgence des livraisons d'armes. D'où l'urgence des livraisons d'armes qu'il demande. En tout cas, il demande même des armes lourdes, Volodymyr Zelensky. L'impact, en tout cas, de cette guerre sur les exportations de blé ukrainien font craindre une crise alimentaire, notamment dans les pays d'Afrique. Sergueï Lavrov est allé en Turquie rencontrer son homologue Mevlut Cavusoglu pour justement discuter de la mise en place de corridors sécurisés destinés à transporter les céréales. La Russie, vous le savez, exerce un blocus autour des ports ukrainiens de la mer Noire. On va écouter Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Vous, les Ukrainiens, vous êtes toujours préoccupés par ce que vous pouvez voler, et vous pensez que c'est comme ça que tout le monde pense. Nous avons expliqué aujourd'hui que les céréales peuvent être exportées librement vers leur destination. Il n'y a aucun obstacle de la part de la Russie. Une seule chose est nécessaire, c'est l'ordre de M. Zelensky, s'il peut encore décider quoi que ce soit, d'autoriser les navires étrangers et même ukrainiens à entrer dans la mer Noire. Alexandra Schwarzbrod, une réaction à ce que dit Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, lui, il évoque un chantage alimentaire de Moscou. Et objectivement, on ne voit pas bien pourquoi les Russes se comporteraient autrement. Ils peuvent très bien. Au contraire, ils doivent être enchantés qu'on vienne les supplier, qu'on les supplie comme ça de desserrer les taux sur la mer Noire. Ils ont beau jeu de dire on nous met des sanctions insupportables, nous on utilise l'arme alimentaire. On utilise l'arme alimentaire. Et c'est tout simplement ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucune raison qu'ils desserrent cet étau dans les semaines qui viennent. Et c'est vrai que ça va être... On va vers un problème dramatique, parce que, en effet, comme vous l'avez dit, l'Afrique reçoit ses céréales quasiment exclusivement de l'Ukraine. Et du coup, ça va conduire, et on voit déjà, ça va conduire à des espèces de guerres civiles, des guerres de la faim, des guerres du pain, comme on ne pensait pas en connaître à nouveau à notre époque. Et ça va être un vrai... D'où le branle-bas de combat diplomatique pour essayer de faire pression. La médiation turque... Bon, mais on ne voit pas bien pourquoi les Russes cèderaient sur ce point. Pourquoi ils y renonceraient, Patricia ? C'est vrai qu'effectivement, quelle contrepartie pour la levée du blocus ? En fait, eux disent que c'est la faute des Ukrainiens. On l'a entendu, Sergueï Lavrov, alors que ce sont les navires russes qui sont dans la mer Noire et qui empêchent effectivement les exportations du blé ukrainien. Je crois qu'il y a deux choses. C'est de bonne guerre, de toute façon, leur attitude. Ils n'ont pas de raison de se présenter autrement, d'autant que vis-à-vis de l'Afrique, ils ont le beau jeu en plus. N'oublions pas que bon nombre de pays africains les soutiennent ou ne votent pas les résolutions qui condamnent la Russie. Donc ils ont tout à fait bon jeu vis-à-vis des Africains de dire mais nous on est prêts, on peut même aller déminer tellement on est gentil, on peut même déminer les ports ukrainiens. Alors les Ukrainiens évidemment qu'est-ce qu'ils disent ? Ah bah attendez, si vous déminez nos ports, nous on veut des armes occidentales pour défendre nos côtes, parce que déminer nos ports, ça veut dire que l'armée russe peut très bien après rentrer, etc. Donc les Ukrainiens n'ont pas répondu par la négative, ils ont dit ok, si vous les Occidentaux, on nous fournit des armes pour défendre nos côtes, et ok, si les navires de l'OTAN escortent aussi nos convois. Donc là, les Russes, effectivement, ils ne sont pas d'accord. Donc ça n'aboutit pas, quoi. Ça n'aboutit pas, et les Russes demandent en plus à lever des sanctions à Bruxelles. Évidemment, totalement refusé côté Bruxelles, Richard. Un mot peut-être sur l'attitude et les mots employés par Sergueï Lavrov. Oui. Quand on pense que ce ministre a longtemps été considéré comme un grand diplomate,
Vous avez vu les mots qu'il utilise, l'ironie, la manière dont il parle, c'est juste odieux. Ça prouve le visage actuel du régime de Vladimir Poutine. Juste parce qu'on parle d'alimentation et la manière dont il s'exprime est juste absolument indigne. Ensuite, un élément, là par contre, moi je diffère un petit peu, parce qu'il y a heureusement des informations positives sur le plan mondial pour ce qui concerne la production agricole. La récolte des céréales cette année va être très bonne dans le monde. Un grand pays producteur comme l'Australie va a priori avoir une très bonne récolte. Il y en a d'autres dans le monde, donc il y a une diversification des approvisionnements qui va être possible. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il va falloir s'y atteler très vite et c'est en cours. Et par ailleurs, parmi les pays africains qui ont besoin d'alimentation, de céréales, il y en a, rappelons-le, qui sont en situation extrêmement difficile parce qu'en général, ils ne peuvent importer que sous forme d'aide, mais il y en a qui peuvent payer. Je rappelle qu'un pays comme l'Algérie, qui consomme beaucoup de céréales, profite quand même de la hausse du prix de l'énergie grâce au gaz et il peut donc payer une facture plus élevée. En tout cas, c'est effectivement cette manière de contourner ce blocus, parce qu'il n'y aura pas véritablement, il n'y aura pas de levée de ce blocus par les Russes. On va écouter Macky Sall qui est allé d'ailleurs plaider à Sotchi la cause de l'Union africaine. Il demande de libérer les stocks de céréales. Macky Sall, le président sénégalais, qui est d'ailleurs à Paris, où il a vu Emmanuel Macron pour à nouveau évoquer cette question des céréales. On l'écoute. J'ai fait un communiqué avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, un communiqué conjoint pour condamner l'intervention et exiger le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas parler à la Russie lorsque je considère que le marché est bloqué parce que, d'une part, un des grands fournisseurs qui est l'Ukraine n'arrive plus à exporter. C'est mon devoir et le devoir des Africains de sensibiliser le président Poutine sur ce fait, de lui demander d'agir de concert avec les Nations Unies pour que cette contrainte soit levée. Alexandra Choisebrun, c'est vrai que c'est une demande aux Nations Unies d'intervenir. Emmanuel Macron aussi serait dans cette optique diplomatique d'utiliser les Nations Unies pour créer ces fameux corridors. Alors, il y a eu 2 tentatives déjà des Nations Unies. Pour l'instant, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Et il y a un autre élément aussi, c'est les vols de céréales par la Russie. La Russie profite de la situation pour voler des céréales et les revendre de façon illégale à des pays peu regardants. Par exemple, on sait qu'il y a un bateau qui a amené des céréales volées à l'Ukraine en Syrie récemment. C'est une très bonne enquête de Libération, d'ailleurs, Libération de mercredi. Un autre problème. Mais c'est le même problème, en fait, parce que les pays africains vont se retrouver avec du blé volé aux Ukrainiens, effectivement, peut-être négocié à plus bas prix. Donc, s'ils acceptent de l'acheter, est-ce qu'ils se rendent complices? C'est ça aussi la question. L'arme de la faim, c'est une arme terrible, je trouve. Et la Russie, anciennement Union soviétique, a utilisé déjà cette fameuse arme de la faim. On se souvient des millions de morts ukrainiens. Et même avant, et même, souvenez-vous, Hitler voulait utiliser aussi l'arme de la faim contre l'Ukraine. Donc, dans ce pays-là, se faire voler ces céréales pour les faire vendre en loose day à des pays, ça leur parle dans leur chair, parce que leur grand-père et leur arrière-grand-père en sont morts. Donc, ils savent très bien ce que ça veut dire pour l'Afrique, mourir de faim parce qu'on ne peut pas avoir accès aux céréales. Et donc, c'est une résonance que pour nous, on n'envisage même pas ici, je crois. Et Macky Sall, en même temps, a l'espoir, évidemment, qu'avec cette position de non-aligné, ils vont pouvoir trouver une solution diplomatique, peut-être à l'aide des Nations Unies ou de l'Union africaine, pour que ces corridors puissent peut-être exister un jour. Richard ? Si vous êtes un pays comme le Sénégal, et en plus, là, il s'exprimait au nom de l'Union africaine, très franchement, il n'y a rien à redire à sa déclaration. Qu'il aille discuter avec Vladimir Poutine, c'est assez logique. Donc, moi, je pense que les pays africains, il est normal qu'ils rappellent la communauté internationale à l'ordre sur le plan alimentaire. On connaît leur dépendance envers l'aide alimentaire, c'est évident. Mais encore une fois, regardons de manière plus globale. Il y a cette année, ça ne sera peut-être pas vrai dans quelques mois, il y a cette année la possibilité de diversifier les approvisionnements, y compris aux États-Unis où la récolte va, semble-t-il, être très bonne. Et c'est ça qui doit se mettre en place d'urgence. Le roi des Belges. Ah, bon, pardon, on va passer au dessin. Pardon, CAC. Alors, les dessinateurs. Alors, je me suis concentré sur la partie alimentaire de ce sujet pour aujourd'hui. Et je vous propose 3 dessins, tous les 3 assez simples, mais je trouve assez forts. Ils se passent tous autour du blé, qui servira de symbole pour toutes les céréales dans ces dessins. Le premier d'Oussama Hajjaj, un dessinateur de Jordanie. Vous voyez, c'est très simple, il fallait y penser. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à un champ de blé? Quand on est un oiseau, normalement, évidemment, un épouvantail. Épouvantail, je le rappelle, qui est basé sur le mot épouvante, ce qui convient assez bien, je trouve, à ce Vladimir Poutine. Un dessin très joli d'Oussama Hajjaj.
Ensuite, Nicolas Vado, le dessinateur belge pour l'Écho. J'ai bien aimé l'allusion à la mort. Menace sur les récoltes de blé en Ukraine. L'occupant a confisqué toutes les faucheuses. Évidemment, vous aurez compris l'allusion. Vous la voyez d'ailleurs, cette faucheuse perchée sur le tank russe, qui est dans le fond, dessin aux couleurs du drapeau ukrainien, évidemment. Dessin très complet de Nicolas Vado. Et enfin, ce troisième dessin de Ali Jamshidifar, dessinateur iranien, qui lui fait allusion peut-être à ce qui pourrait se produire si jamais on n'arrivait pas à alimenter tous les pays. Bientôt, la prochaine vague, les réfugiés alimentaires. Je trouve le dessin assez beau avec ces colonnes de fourmis qui rappellent effectivement ces queues qu'on a vues de migrants essayant de traverser les frontières pour aller vers un paysage meilleur. Et donc avec ce petit sac de blé qui symbolise l'objectif à atteindre. Très beau dessin de Ali Jamshidifar. Voilà pour moi. Et on va passer à la visite du roi des Belges en RDC. Le roi des Belges qui a exprimé son plus profond regret pour les blessures infligées à la RDC pendant la période coloniale. Il espère marquer un nouveau départ dans les relations entre la Belgique et la RDC. On va écouter un extrait de son discours. C'était mercredi à Kinshasa. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Alors les regrets sont-ils suffisants, Alexandra Schwarzbrod, pour amorcer une réconciliation? Certains auraient voulu des excuses. Objectivement, quand on pense à ce qu'a été la vie dans ce pays sous la colonisation belge, alors je ne dis pas que les autres pays coloniaux se sont mieux comportés, hein, mais quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, sous Léopold II, quand les ouvriers étaient systématiquement amputés, quand la récolte n'était pas assez bonne, et ça, c'était le quotidien. Quand on pense à toutes les compromissions, toutes les horreurs, c'est vrai que les regrets, ça paraît extrêmement léger. C'est très, très léger. Alors, vous me direz, c'est un début, c'est mieux que rien, mais il faut que ce soit un début. Si c'est une fin, ce n'est pas suffisant. Si c'est un début, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Patricia, c'est vrai qu'il a été bien accueilli, le roi des Belges, en tout cas par la population à Kinshasa. Globalement, évidemment. Mais c'est drôle, vous faites allusion à Léopold II. C'est une période absolument abominable pour ce pays, parce qu'en gros, au début, c'était le Congo, enfin la RDC appartenait, c'était le jardin privé du roi des Belges. Donc il y faisait ce qu'il en voulait, avant que ça soit finalement considéré par les Nations Unies comme étant sous domination belge. Mais le rapport, c'est très étonnant, le rapport de ce pays avec la Belgique n'est pas du tout un rapport comme nous pouvons avoir avec certaines de nos anciennes colonies. Les dirigeants de ce pays, aussi bien Kabila père, Kabila fils, que le dirigeant actuel, n'ont aucun rapport d'hostilité, ne demandent pas de la repentance, ne demandent rien, disent même qu'ils se sentent presque chez eux. En Belgique, c'est le second Congo. Donc il y a un rapport relativement apaisé entre les dirigeants des deux pays. Quand on pense à nous, ce qui se passe avec l'Algérie, ou ce qui se passe avec le Mali, ou ce qui se passe avec et ce qui peut se passer avec d'autres pays, ce qui s'est passé à un moment donné en Côte d'Ivoire, on est très loin. La relation est beaucoup plus apaisée. Et c'est très. Mais le roi Philippe marque un tournant tout de même. Alors le roi Philippe, effectivement, marque un tournant. Il entame un processus, mais il n'y a pas la même pression et le même rapport de conflit qu'on peut avoir en France avec nos anciennes colonies. Je crois que c'est très important, ça aussi, pour comprendre cette lenteur à laquelle vous faites allusion. Oui, une chose que vous avez rappelé toutes les deux, c'est que le Congo était au départ la propriété du roi Léopold II. Autrement dit, la responsabilité de la famille de Philippe, l'actuel roi des Belges, est directement mise en cause par la colonisation qui a eu lieu au Congo. Et donc, on peut comprendre que ce soit, espérons-le, une première étape. Tout de même, un point... Après, est-ce que la responsabilité de la Belgique est vraiment avancée lorsqu'il s'agit de présenter des regrets? C'est un peu toute la question. Non, peut-être un point quand même, c'est que je trouve que la manière dont il s'est exprimé, on a vu, c'est assez sobre. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de polémique en Belgique. En Belgique. C'est-à-dire que là, il y a une grande différence avec la France. Vous vous souvenez de la déclaration d'Emmanuel Macron, colonisation, crime contre l'humanité en Algérie. Le débat en France avait été énorme sur le thème, il n'aurait jamais dû dire ça, etc. Alors, il y a une commission J'ai l'impression que la Belgique est beaucoup plus prête, même au pardon, le peuple belge,
que ne le sont les Français sur ce sujet. Et peut-être des réparations. En tout cas, il y a le fantôme de Patrice Lumumba qui plane sur ce voyage. C'est intéressant d'y revenir peut-être, Alexandra, avec sa fameuse dent qui doit être restituée. Donc la dent qui est la seule chose qui reste du corps de Patrice Lumumba, qui avait été dissous dans l'acide, écrasé. Et donc qui va être restituée, en effet, à Kinshasa. Et en effet, c'est vraiment le fantôme qui reste, l'homme, le premier ministre, et c'est important. Il est mythique en plus. Oui. Il est auréolé de tas de vertus qu'il n'avait probablement pas. Dont on a appris cette semaine, je crois, suite à des documents déclassifiés, que Eisenhower, le président américain, avait clairement donné l'ordre de l'assassiner. Ouais. Donc c'était un assassinat, il a été torturé. Enfin bon, est-ce qu'il faut revisiter, justement, revoir le passé, tirer les leçons du passé pour pouvoir avoir une nouvelle relation apaisée, réconciliée entre ces deux pays? C'est important. Moi, je pense comme la France peut essayer de le faire aussi avec l'Algérie. Enfin... Moi, je pense que c'est important d'avoir des relations décomplexées, c'est-à-dire que et apaisées, et de regarder effectivement l'histoire sans gêne. C'est l'histoire de nos ancêtres en quelque sorte. C'est pas l'histoire des hommes présents. Alors les hommes présents peuvent avoir un regard sur cette histoire-là. Et donc je crois que la jeune génération, en tout cas, y est prête, même en France. Et les débats qui sont français, qui sont assez, enfin, je veux dire pas violents, mais vous voyez, tendus, eh bien, sont aussi très liés à la décolonisation avec l'Algérie. C'est très proche. Non seulement elle y est prête, mais elle le réclame, je pense, oui. La jeune génération. Elle en a besoin. Pas toutes, mais en tout cas, une grande partie. Oui. À tourner en tout cas la page des conflits, des rancœurs. Oui, ça reste une poche de souffrance, de culpabilité, d'absence de dialogue, d'incompréhension. Enfin, entre la France et l'Algérie. Entre la France et l'Algérie, essentiellement. Oui. Et ça, c'est plutôt nos anciens, parce que moi, je vois vos enfants, ils ne se sentent pas du tout coupables. Enfin, je veux dire, eux, ils aimeraient comprendre, ils aimeraient savoir, ils aimeraient apprendre. Au contraire, parce qu'ils ne savent pas grand-chose. Une différence tout de même énorme, et qui explique sans doute l'attitude des Belges, c'est que le Congo n'a jamais été la Belgique, voilà. Alors que l'Algérie a été la France. Et donc, bien évidemment, le contexte historique, le lien n'a rien à voir. Mais regardez ce qui se et d'ailleurs, à l'époque où se produisaient ces choses abominables, à l'époque de Léopold II, le Congo était géré par des concessions. Donc Léopold II en avait la propriété, mais il en déléguait l'exploitation à des concessions forestières qui se comportaient de cette manière. Mais la France en Afrique, l'hostilité monte beaucoup. Au Mali, dans plein de pays, enfin, comme vous le savez mieux que moi, sur France 24. CAC. Alors, cette visite, est-ce qu'elle a inspiré des dessinateurs? Oui, elle a inspiré des dessinateurs un peu partout. C'est un sujet qui a été assez suivi par nos membres. On va commencer avec ce dessin de Rodo. Cartooning for Peace. Les membres de Cartooning for Peace, absolument. Dessin Rodo, le roi Philippe de Belgique, en visite en RDC. Faites comme chez vous, dit son interlocuteur. Bon, c'est simple, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est une gifle, ce dessin. Bravo à Rodo. Ce dessin maintenant de Damien Glé, dessinateur du Burkina Faso. Vous m'apportez des masques d'initiation Mukanda, spoliés au Congo. Ah non, trop tôt, c'est du chocolat belge. On cultive du cacao en Belgique. Bon, le dessin est un peu absurde. On dirait une pièce de boulevard, mais je le trouve assez drôle. Et toujours ce talent incroyable de Damien Glé pour les caricatures. C'est vraiment un des plus doués que je connaisse. Et enfin, ce dessin assez amusant de Berthe et Vanco sur les reliques de Lumumba qui retournent en Afrique. Tenez, c'est la dent qu'il avait contre nous. Et oui, c'est très simple. Elle joue avec l'expression, mais c'est assez bien trouvé. Puisque je rappelle, Lumumba était aussi une grande figure de l'indépendance. Et voilà, et d'ailleurs une historienne sur ce plateau même nous disait qu'il fallait relire le discours de Lumumba et que d'ailleurs les Belges devraient relire le discours de Lumumba pour rentrer dans ce rapport avec la RDC. Aux États-Unis, c'est l'assaut du Capitole qui a été la culmination d'une tentative de coup d'État. 1 an et demi après les événements du 6 janvier 2021, une commission d'enquête parlementaire a placé Donald Trump au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir. Ce groupe d'élus, 7 démocrates et 2 républicains, a entendu plus de 1000 témoins, épluché 140 000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump. L'audition est retransmise en direct sur les chaînes d'infos, sauf Fox News, la chaîne conservatrice qui a refusé en fait de les transmettre en direct. La commission a d'ailleurs reçu le témoignage d'une policière, Caroline Edwards, la première membre des forces de l'ordre à avoir été blessée par les émeutiers. On va l'écouter et puis on va également écouter un extrait de ce qu'a pu dire Liz Cheney, l'une des rares élues républicaines qui siègent au sein de ces commissions.
Il y avait des officiers au sol. Vous savez, ils saignaient, ils vomissaient. J'ai vu des amis avec du sang sur le visage. Je glissais dans le sang des gens. J'attrapais les gens pendant qu'ils tombaient. C'était un carnage. C'était le chaos. Je me suis entraînée pour arrêter des gens, pour gérer une foule, mais je ne me suis pas entraînée pour le combat. Ceux qui ont envahi notre Capitole et combattu les forces de l'ordre pendant des heures étaient motivés par ce que le président Trump leur avait dit, que l'élection avait été volée et qu'il était le président légitime. Le président Trump a convoqué et rassemblé la foule et il a allumé la flamme de cette attaque. Bon, c'est littéralement accablant pour Donald Trump. Hein. Oui, mais à la limite, moi, c'est pas ça qui me fait le plus peur et qui me surprend le plus. Tous ceux qui ont suivi la présidence Trump, qui ont suivi en direct devant sa télé ce qui se passait là-bas, à la limite, c'est presque... Enfin voilà, on retrouve cette violence. Ce qui me fait le plus peur, ce qui me surprend le plus, c'est que les Américains, malgré tout ce qui est en train d'être dit... les Américains, les citoyens américains, malgré tout, si ça se trouve, vont continuer à soutenir Trump, voire même le réélire à la prochaine élection. Et pire que tout, oui, les républicains, comment les républicains peuvent-ils continuer à soutenir cet homme quand ils voient des témoignages pareils, quand ils entendent, par exemple, que Donald Trump n'aurait pas dédaigné voir Mike Pence pendu au bout d'une corde. C'est ça, il l'a encouragé, donc c'est ce que montre la commission. Il a même dit qu'il le méritait. Il a dit qu'il méritait au moment où ses partisans disaient « You have to hang Pence », en fait, pendre Pence. Et malgré tout, les républicains continuent à soutenir Donald Trump, et si ça se trouve, Donald Trump sera réélu à la prochaine élection. Les républicains nient l'existence, en fait, ils disent que cette commission est une commission politique, que justement elle n'est pas fiable. Mais pour revenir justement sur ce que dit, donc vous disiez que sur Mike Pence, au moment où lui s'apprêtait à certifier le vote, Donald Trump a répondu à ses partisans qu'il fallait effectivement, qu'ils avaient raison de dire qu'il fallait le pendre. Et puis on voit à travers cette commission que Trump savait par son staff, en l'occurrence, et même par le procureur général William Barr, il a réaffirmé en fait que la requête de Trump de remettre en cause le scrutin était une folie. Donc Trump savait par son staff qu'il ne pouvait pas remettre en cause ce scrutin, que ça devait être impossible. Et or, il l'a fait tout de même. Ça, c'est assez incroyable. Mais même Mike Pence a dû être pratiquement exfiltré tellement les gens à l'intérieur avaient peur, avaient compris que c'était presque sa vie qui était en danger. Donc il y a une extrême violence. Et Donald Trump, comme vous le dites, a beaucoup de chances peut-être d'être élu. Et toute la question avec cette commission qui se pose, c'est est-ce que quelques républicains vont écouter et regarder? En tout cas, Liz Cheney, elle est une républicaine qui, je dirais... Oui, mais c'est la seule et puis ils veulent la pendre, elle aussi, si vous voulez, aujourd'hui. Voilà, c'était elle qu'on entendait justement, qui est mais donc co-dirige si cette commission. Est-ce que les républicains vont enfin entendre un peu de cette commission et donc évoluer, bouger dans leur vote? Parce que c'est ça le seul enjeu, en fait. Parce que les démocrates sont convaincus, etc. C'est arriver à sortir un peu quelques républicains du camp Trump. Manifestement, ce n'est pas dans leur intérêt, et surtout pas à quelques mois des élections à mi-mandat. Sûrement pas, mais... De désavouer Donald Trump et de dire que ce que dit cette commission est vrai, alors qu'effectivement, là, elle repose, tout ce qu'elle dit repose sur des images, sur des éléments, des témoignages. Oui, il y a absolument une volonté d'une bonne partie des élus républicains d'ignorer cela pour leur intérêt à court terme, parce que vouloir que Trump revienne, c'est pour leur intérêt direct. Tout de même, moi, je suis assez admiratif des institutions américaines. Je crois qu'il faut le redire. On a toujours des États-Unis l'image de ce pays extrêmement violent. Il y a eu l'attaque récente dans l'école, etc. Donc, on parle toujours des États-Unis, au fond, comme quelque part le pays du chaos. Eh bien, au milieu de ce chaos, il y a des institutions qui fonctionnent. C'est quand même ce qu'ils font, là, les élus. Liz Cheney, qui n'est autre que la fille de l'ancien secrétaire d'État à la défense de George Bush, qui avait très mauvaise presse en Europe, à très juste titre, à propos de l'Irak. Donc, je crois qu'il faut saluer le système américain lorsqu'il fonctionne. Et quand même, est-ce qu'il n'y a pas un espace pour que, à un moment donné, une partie des Américains se rendent compte que le système, la solidité du système, vaut mieux
que de ramener Donald Trump à la présidence. Je ne sais pas s'il y a une portion de gens raisonnables aux États-Unis, mais espérons-le. En tout cas, au sein des Républicains, il y a Liz Cheney qui tient à la Constitution américaine, et puis il y a tous les autres, parce qu'aujourd'hui, elle est bannie. Elle est seule, elle est bannie. Et ce sera quand même extrêmement difficile durant la campagne, qui en fait a lieu déjà maintenant, la campagne pour les midterms, extrêmement difficile pour les candidats républicains, de nier les évidences. Parce que ces images, elles parlent, même si Fox News refuse de les diffuser, les autres les diffusent et elles parlent d'elles-mêmes, et les démocrates ne vont pas se priver de les diffuser et de les rediffuser au moment de la campagne. Oui, mais alors les démocrates, est-ce qu'ils s'adressent aux démocrates? Oui, ils s'adressent aux démocrates. C'est ça le problème, c'est que l'Amérique est tellement clivée, chacun a ses chaînes presque. Et d'ailleurs, les républicains ont dit, le jour où nous on arrive au pouvoir, si on arrive, enfin bon, c'est ce qu'ils pensent qu'ils gagneront les midterms. Et bien, ils sont favoris sur cette élection. Cette commission, pour nous, sera nulle et non advenue, on la jettera au panier. Enfin, je veux dire, déjà, ils disent, on va jeter au panier ce que l'Amérique produit de mieux, parce qu'effectivement, vous avez raison, cette commission, c'est ce que l'Amérique produit de mieux, ce regard que sont capables de porter les Américains, leurs députés, sur leurs erreurs. Bon nombre de pays ne le font pas. Malheureusement, l'évidence, parfois, aux États-Unis, quand vous voyez que, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule tuerie, il y en a eu plein, et quand vous voyez que malgré tout ce que les républicains, tout ce que la majorité des Américains réclament, c'est que les gens soient encore plus armés, justement, parce qu'il y a l'amendement, le deuxième amendement de la Constitution, qui est effectivement sacré. Voilà, je ne suis pas sûre que l'évidence Trump saute au visage de... Par ailleurs, il y a quand même une vraie faute de la part de cette policière qui témoigne, cette policière, je crois, de la police du Congrès américain, puisque c'est une police à part. Bien évidemment, elle témoigne de ce qui s'est passé, mais il y a eu aussi des fautes dans la défense du Capitole qui peut-être auraient pu empêcher d'en arriver là. J'imagine que ça fait partie des autres sujets qui sont pris en compte par cette commission. On aurait dû leur prêter notre gaz lacrymogène qui fait des merveilles, soi-disant. Oui. En tout cas, Trump ne sera pas inquiété, si j'en crois, parce qu'en fait, il y a une enquête pénale en parallèle. Mais alors, est-ce qu'effectivement, les tribunaux américains vont utiliser peut-être des éléments de cette enquête pour pouvoir l'attaquer au pénal? C'est quand même une question. Oui, Donald Trump. Je pense que... Pour l'instant, rien ne lui arrive. Alors, il est une bonne étoile, le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que ces deux enquêtes sont très embêtantes pour lui, les deux enquêtes au pénal. Finalement, presque plus gênantes que ce qui se passe là avec la commission. À la Chambre. Ouais. Et pourquoi? Parce que là, c'est dans un autre ressort, et là, ça touche au porte-monnaie. Et là, c'est le porte-monnaie. Et l'argent, c'est quelque chose de très important aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, il y a les juges, c'est pas les mêmes cours, c'est pas les mêmes juges, c'est pas les mêmes. Ce n'est pas l'attaque au Capitole, en fait. Voilà. C'est pas là-dessus en fait, qui doit répondre au pénal. C'est ça, Richard? Oui, tout à fait. Mais je crois qu'effectivement, parce que d'abord, la justice aux États-Unis et le poids de l'institution judiciaire est quand même extrêmement fort. C'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump a tout fait pour la tordre et pour essayer d'en modifier la composition lorsqu'il était président. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit si serein que ça aujourd'hui, Donald Trump. Il y a une projection, on imagine qu'il va faire un retour glorieux pour son camp d'ici 2 ans. C'est quand même extrêmement difficile pour lui, encore une fois, parce que ses adversaires vont lui jeter tout ça à la figure. Et bien sûr, il y a, pour l'instant, on n'a pas entendu Joe Biden. La grande question, c'est de savoir si Joe Biden peut apparaître comme une statue, comme quelqu'un qui rassemble. En ce moment, dans les sondages, il n'est pas très bien. C'est difficile à dire, on est d'accord. Il est plutôt en chute, Joe Biden. C'est un peu le problème, Alexandra Schwarzbrod. En plus, les Américains, manifestement, c'est l'inflation qui les intéresse beaucoup plus même que les résultats de cette enquête. Oui. Moi, je suis très inquiète, je dois dire, pour la suite. Et Donald Trump, c'est un peu comme Benjamin Netanyahou. C'est le nombre de fois où on a dit c'est la fin, il va tomber, il a trop d'affaires sur le dos. Et puis finalement, chaque fois, il arrivait à s'en sortir. Donald Trump, malheureusement, il est très fort quelque part. Il arrive à retourner les situations. Donc là, moi, les républicains aiment bien l'utiliser quand ils ont besoin de l'utiliser, en fait, le lâcher quand ils ont besoin de le lâcher. On dirait qu'il a une espèce d'emprise sur les républicains et qui est due à différents facteurs. Et sa popularité, probablement. Sa popularité, des questions d'intérêt personnel pour les uns ou pour les autres. Et ils n'arrivent pas à se défaire de cette emprise, les républicains. Et même pour beaucoup d'Américains, le voient comme une espèce de héros qui arrive à dire fuck aux institutions, qui arrive à dire fuck à Poutine, enfin Poutine pas trop, non, mais non, pas à Poutine, au contraire, mais enfin à la plupart des leaders du monde. Et ça, ils aiment bien.
Et ça, ils aiment bien. Et ça, ils ne le retrouvent pas chez Joe Biden, cette espèce de culot et on fonce d'abord, on réfléchit après. Donc moi, je suis plutôt inquiète pour la suite. Il n'a pas de chance, Joe Biden, avec tout ce qui arrive en ce moment sur un plan économique. Il se ramasse la hausse des prix de l'essence, l'inflation à 9%. Enfin, c'est la catastrophe sur un plan économique pour l'instant. CAC. Eh bien, partons donc aux États-Unis. Allons-y. Honneur aux dessinateurs avec américains, les dessinateurs. Quand même, pour commencer, avec ce Alors, dessin. des démocrates ou des républicains, les dessinateurs? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a des deux côtés et que les dessins sont en train de se radicaliser. C'est un truc assez fascinant aux États-Unis. J'en profite pour faire un aparté, c'est-à-dire qu'on assiste maintenant à des choses qu'on connaît très peu en Europe, où en gros tous les dessinateurs sont dans la masse des droits humanistes et compagnie. Aux États-Unis, vous avez vraiment maintenant des dessinateurs républicains qui font donc des dessins à charge sur les démocrates systématiquement. Et vice-versa. Et donc c'est assez fascinant à observer. Comme les chaînes, effectivement, deviennent soit démocrates, soit républicaines. Oui, mais du côté des dessinateurs de presse, dont on nous apprend qu'une de nos principales armes, c'est l'esprit critique et d'être capable de se moquer de notre propre camp, si on en a un, c'est quand même assez stupéfiant d'assister à ça. C'est pas le cas de tous, mais on commence à voir un petit phénomène. Alors, Joel Pett, je ne peux pas vous dire. En tout cas, Joel Pett, ce dessin n'est pas en faveur de Donald Trump, puisqu'il nous emmène dans une chambre d'hôpital où se trouve l'oncle Sam, symbole, vous l'avez compris, des États-Unis, et l'infirmière ou la médecin qui lui dit « Ce n'est pas un Covid long que vous avez, c'est bien pire ». Et ce qu'on voit à l'écran, évidemment, avec marqué long terme, long con, c'est évidemment Donald Trump. Et restons sur ce personnage de Trump avec ce dessin de il n'est pas très Trumpiste, en tout cas. Ah oui. Ce dessin de Rodriguez, dessinateur mexicain, très talentueux graphiquement, qui reprend, vous l'aurez reconnu pour les cinéphiles, l'image du Joker dans la dernière version du film de l'an dernier avec Joaquin Phoenix. Personnage à la fois terrifiant et fascinant, et dont je rappelle que le principal moteur est le chaos. Je ne sais pas si ce que Rodriguez voulait nous annoncer, avec ce Capitole en flammes derrière. Je trouve que graphiquement, ce dessin est une merveille, même s'il fait un peu froid dans le dos. Et un autre dessin très puissant graphiquement, de Au Secours, qui peut-être est la façon dont il imagine, lui, que Donald Trump devrait rester dans l'histoire, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Je trouve ce dessin très amusant, d'abord parce que, comme toujours avec Au Secours, on ne sait pas bien si on est dans le dessin, dans la photo retouchée, dans une espèce d'art graphique total. On a ce Capitole qui penche un petit peu, qui va sans doute se casser la gueule, et ce que je trouve fascinant, c'est que personne ne s'est posé la question, mais qui est donc sur ce dessin? On sait tous que c'est Donald Trump, ce qui est quand même un tour de force. Art graphique, comme vous dites. Alors. Et on va partir au Royaume-Uni parce que là aussi, il se passe des choses avec Boris Johnson. 3 jours après avoir survécu à un vote de défiance, le vote de défiance, c'était il y a 3 jours, mené par son propre camp, Boris Johnson a tenté de se relancer en promettant des mesures pour faire face à la hausse du coût de la vie. Il reste à son poste, donc finalement, Boris Johnson, mais le Premier ministre a connu une fronde, 141 voix contre lui au sein donc, de son propre camp. Donc ce n'est pas la majorité, mais alors est-ce le début de la fin? Est-il affaibli définitivement, Alexandra? Définitivement, là c'est pareil, je le mets un peu dans le même sac que les deux, que Donald Trump et Benjamin Netanyahou. C'est ce genre d'hommes qui ont un talent particulier pour rebondir, quoi qu'il arrive. Donc là, on attendait avec impatience de voir si ce coup-ci serait le bon. Ça ne l'a pas été. Cela dit, il s'est passé quand même quelque chose là en ce début de semaine. C'est que d'un coup, la confiance a été perdue. C'est-à-dire que tout à coup, Boris Johnson n'inspire plus autant confiance à la fois à son propre parti et à une partie des Britanniques. Là, ça commence à s'effriter. C'est pas encore massif, donc il va tenir encore un petit peu. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un début de défiance qui s'est installé. Vous êtes d'accord, Patricia? En tout cas, le très conservateur Telegraph a titré « Une fausse victoire ». Tout de même. Mais oui, parce que d'abord, on se souvient de l'expérience malheureuse de Theresa May, qui, après avoir eu le soutien de son parti, a dû démissionner quelques mois plus tard. Et ça pourrait être le même scénario. Ça pourrait être le même scénario, parce que même s'il a aujourd'hui la majorité au sein de son parti, et donc il pense pouvoir gouverner, mais des tas de députés peuvent progressivement lui retirer, lors des votes à l'Assemblée, leur confiance, et donc l'empêcher finalement de gouverner. Mais ça, je pense qu'ils le feront une fois qu'ils auront trouvé un remplaçant, ce qu'ils n'ont pas, et une fois qu'ils verront peut-être aussi les résultats des 2 prochaines élections du mois de juin. Là, ça peut continuer. Mais s'ils veulent l'empêcher de gouverner, ils ont les moyens. Et un Premier ministre qui ne peut plus gouverner, si la Chambre ne vote plus ses propositions de loi, il doit démissionner. Et il y a une dernière chose que je dis, il y a cette fameuse commission, la dernière, qui va rendre son verdict prochainement, à la rentrée, je crois, si je ne me trompe pas. Et s'il est reconnu qu'il a menti à la Chambre, eh bien, il ne pourra plus pénétrer dans la Chambre. Et alors là,
c'était là, ça serait la sanction fatale, alors, le mensonge. Oui, alors moi, je ne voudrais pas jouer à l'optimiste autour de ce plateau, mais moi, je pense que c'est fini pour Boris Johnson. Oui. Je pense que c'est presque fini. C'est l'optimiste. C'est presque fini parce que, oui, optimiste pour ses partenaires, parce que je crois que tout le monde en a ras-le-bol de Boris Johnson, surtout tous les l'Union Anglais. européenne, parce que nous ne l'oublions pas qu'en plus, il trahit les engagements pris par son pays vis-à-vis de l'Union européenne à propos du Brexit et du protocole nord-irlandais. Je pense que c'est fini pour une raison simple, c'est que un remplaçant va finir par apparaître. Oui. Pour l'instant, il y en avait un, c'était le chancelier de Rishi Sunak. Et comme par hasard, il se retrouve pris dans un scandale parce que sa femme indienne d'une très riche famille, on découvre qu'elle ne paie pas d'impôts au Royaume-Uni. Je dis comme par hasard parce qu'il y a eu des fuites dans la presse. Tiens. D'où peuvent-elles venir, ces fuites? Donc je crois que Boris Johnson est vraiment le dos au mur. L'opinion publique britannique, une grande partie, en a marre de ce type qu'elle ne juge pas crédible. Par contre, il garde quand même, je dirais, une munition, le jeu de mots est mal trouvé, mais c'est la guerre en Ukraine. Parce que là, sur ce sujet-là, il peut jouer, il continue de jouer sur la scène diplomatique, mais très franchement, je pense que ses jours à la tête du Royaume-Uni sont tout de même comptés. Vous avez tous vu, quand il a monté les marches pour le jubilé de la reine, quand il a été hué, c'est quand même une scène totalement accablante. Vous êtes d'accord, Alexandra Charles-Bro? Pas vraiment, vous. Je pense qu'il va finir par tomber à plus ou moins brève échéance. Malheureusement, oui, il a pas mal de... Il est fort, Boris Johnson. C'est quelqu'un qui a fait un mal fou à l'Union européenne, à son pays, qui n'a pas arrêté de mentir. En fait, c'est son image de bouffon. Il s'est construit sur une image de bouffon et ça finit par se retourner contre lui. Parce que vous savez, il arrivait quand il était maire de Londres avec ses cheveux en l'air, parlant n'importe comment, débraillé, etc. Et là, ça finit par se retourner contre lui. Avec le Partygate, c'est allé un peu loin. Le bouffon, on en a assez. Et le Partygate, c'est plus possible. Là, vu ce que les gens ont vécu, ont subi, c'est plus possible. Donc, c'est pour ça que je pense que ça ressemble plus au commencement de la fin. La grande différence, c'est qu'il ne tient pas le parti, contrairement à Trump. Il ne tient pas le parti. Il ne tient pas le parti. Et le parti est très déchiré, en fait. Au sein des Tories, ils ne sont pas d'accord. Et je suis d'accord. Il est d'autant plus déchiré, le parti Tory, qu'il utilise des subventions, et utiliser des subventions pour aider les Britanniques, c'est complètement à l'opposé de la politique économique des Tories. Donc il utilise des choses qui vont à l'encontre de tout ce que les Tories défendent sur un plan économique. Les dessinateurs, 2 minutes, il nous reste. On va faire ça très rapidement. Dessinateurs. On va commencer par un petit symbole graphique qu'on utilise souvent quand il y a quelque chose de surprenant et de terrifiant. C'est un dessin que nous propose Ramsès, dessinateur cubain. Quel est le résultat du vote de défiance? Le diable qui sort de la boîte, tout simplement, avec son ressort. C'est rigolo, surtout que j'aime bien la tête qu'il a fait à Johnson. C'est un dessin presque enfantin et on le reconnaît immédiatement. C'est assez marrant. Enchaînons rapidement avec ce dessin d'Herman, dessinateur suisse, publié cette semaine en une du Monde. « Je reste, dit Boris Johnson à la reine, parfait. Plus il vous voit, plus il m'aime. » Évidemment, dessin très simple, mais très drôle, comme souvent avec Herman. Et enfin... C'est un peu allusion au jubilé de la reine aussi. Voilà. Exactement, vous allez le voir, on y vient. Vous lisez dans mes pensées. Dessin de Heng de Singapour qui nous montre la scène du jubilé. Le dessin s'appelle The Crown and the Clown. Je vous prie de le noter. Avec cette reine et ce Boris Johnson en petit gamin mal élevé qui sort de sa fête d'anniversaire. Je trouve ça hilarant. Hilarant. C'est un dessin de Heng, dessinateur de Singapour, pour le Lianhao Zabao. Merci beaucoup, CAC, d'avoir été avec nous. Merci, Patricia Lémonière. Merci, Richard Verly. Merci, Alexandra Schwarzbrod. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver La Semaine dans le Monde en podcast. Et puis, bien sûr, sur le site internet www.france24.com et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Restez avec nous et bon week-end à tous.